J'en viens aux délibérations concernant les sujets de logement et d'urbanisme Je vous coupe juste une seconde, je m'étais inscrite sur la DDCT 81. D'accord, mais je ne l'ai pas. Mais je vous en prie, allez-y. Non, mais parce que c'est normal, c'est parce qu'elle arrive plus tard dans l'ordre du jour. Ah, pardon. C'est donc tout à fait normal. Je vérifie quand même, cela dit, du coup, que vous êtes inscrite. Sinon, Oui, c'est la toute dernière de l'ordre du jour, général. Donc, tout va bien. Donc, on en vient aux délibérations concernant le logement et l'urbanisme, pour lesquelles il y a aussi beaucoup d'interventions. Donc, on va essayer de prendre ça avec ordre et méthode. En attendant, et avant de commencer, je vous propose que Mario Gonzalez puisse nous faire un point d'information concernant la commission de désignation des candidats pour un logement social. Je sais que beaucoup d'élus dans cette salle avaient souhaité qu'il soit redit clairement qui fait quoi comment, et donc je laisse tout de suite la parole à Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette présentation s'inscrit aussi dans la constitution à la mairie du 18e du pôle logement, qui vise non seulement à revoir, plutôt à toiletter les conditions de désignation au sein de la commission, mais qui vise aussi à moyen terme et à court terme à mettre en place un véritable cadre d'information et d'accompagnement, non seulement des demandeurs de logements sociaux, mais aussi des locataires et plus généralement de tous les Parisiens qui auraient un problème lié à leur habitat. Et donc, dans ce cadre-là, plusieurs éléments. La première, c'est, et on en a déjà parlé dans le sein de son conseil d'arrondissement, alors, vous pouvez, la désignation de logements sociaux résulte d'une convention d'attribution qui a été adoptée par le Conseil de Paris et qui elle-même résulte de la conférence parisienne du logement. Ce sont des structures, enfin, des outils qui ont été mis en place à la suite de la loi Égalité Citoyenneté et complétés par la loi Élan. L'objectif de la convention d'attribution, je passe très très vite, c'est d'assurer la mixité sociale dans notre ville. Et tout à l'heure, Monsieur le maire, vous rappeliez justement l'importance de rééquilibrer et de faire en sorte que justement les arrondissements ne se protègent pas les uns des autres et ne soient pas un frein à cette mixité, et aussi défendre les demandeurs de logement les plus prioritaires. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas vous faire un résumé de cette convention parce qu'elle est assez longue. Vous pourrez la retrouver sur le site de la ville. Je vous donne juste un exemple par rapport à cet objectif de mixité sociale. C'est la question, et vous avez ce plan ici qui est très parlant, la question, par exemple, du rééquilibrage en matière de mixité sociale, notamment dans les quartiers dans lesquels le revenu médian est inférieur à 0,75 du revenu médian parisien. Et quand vous regardez cette carte, vous vous rendez compte que le 18e est notamment concerné, ainsi que les quartiers du nord et est parisiens. Et donc, l'objectif de cette convention d'attribution est de procéder à rééquilibrage. Et donc, par exemple, dans ces quartiers que vous voyez en violet, eh bien, on va notamment privilégier l'attribution de logements aux demandeurs sous plafond PLS, c'est-à-dire les demandeurs de classe moyenne, on va dire cela comme cela. On va, par exemple, favoriser des taux d'effort qui sont faits, par exemple, 20% du revenu consacré au paiement du loyer, et on va également, pour promouvoir et pour faciliter l'arrivée des classes moyennes dans ces quartiers, permettre, ce qui n'est pas normalement le cas, permettre par exemple que dans des F3 on puisse y installer un couple, alors que normalement dans un F3 on y installe un couple avec 1 ou 2 enfants. Voilà un exemple concret d'application de cette convention d'attribution. Alors on peut passer au slide suivant. Alors, sur le bilan des désignations pour la mairie d'arrondissement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les attributions, enfin les désignations de logements sociaux à Paris sont réparties entre la mairie centrale, avec une commission à laquelle siègent certaines des personnes ici présentes, et notamment, bien entendu, Yann Brossat, et vous avez également la mairie d'arrondissement qui, elle aussi, désigne. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la mairie d'arrondissement ne désigne pas beaucoup de logements. Là, vous voyez un bilan où il y a eu, pour l'année 2020, 157 logements désignés. Et j'ai envie de vous dire, c'est un chiffre exceptionnel, y compris pour la mairie d'arrondissement, au regard de l'arrivée de Chapelle Internationale et donc de la création de nombreux logements. D'habitude, les années précédentes, ce chiffre était plutôt aux alentours de 100 que de 157. Vous constaterez également que, en conformité aussi avec les objectifs de la convention d'attribution, d'ailleurs nous n'avons pas attendu la convention d'attribution pour mener à bien cette politique,
Nous avons beaucoup de PLS dans le 18e arrondissement. Je rappelle, le PLS est le plafond le plus élevé et donc celui qui permet d'accéder à des logements dont le loyer est le plus élevé, en moyenne 30% du prix du marché. Mais vous avez, toujours dans un souci de mixité, d'autres typologies de logements. Vous avez le PLAI, qui est le logement le plus social. On est aux alentours de 4 € du mètre carré, alors que le prix du marché est de 30 € du mètre carré. Ou le plus, qui est le logement social classique et majoritaire. Donc là, vous voyez que pour le 18e arrondissement, cette année, nous avons désigné beaucoup de PLS, de logements intermédiaires. On peut passer au slide suivant. Alors, comment ça se passe, les désignations des candidats à la mairie du 18e? Alors, tout d'abord, vous rappelez un chiffre important, le nombre de demandeurs de logement dans le 18e arrondissement est actuellement de 15 125. J'attire votre attention sur ce chiffre pour que vous le mettiez en comparaison avec le nombre de logements que l'on attribue à la mairie d'arrondissement, 157. Donc vous avez 15 000 demandeurs de logement, nous ne désignons que 157 logements. Bien. Donc on vous donne ici un exemple, c'est l'exemple d'attribution, par exemple, à un couple avec un enfant ou un parent avec ses 2 enfants pour un 3 pièces avec des ressources comprises entre 1 500 et 3 000 €. Qu'est-ce que l'on va faire? Nous avons un logiciel qui est mis en place au niveau national, qui est le logiciel AIDA. Et ce logiciel va présélectionner sur la base de ces critères un certain nombre de dossiers. Et donc, si l'on prend ces critères-là, c'est cette typologie-là de logement, vous voyez que nous avons 1723 foyers qui sont concernés. Donc maintenant, le travail que va devoir mener le pôle logement, avant d'arriver à la commission, c'est justement d'essayer de filtrer par rapport à différents critères. Le premier critère, c'est la cotation, vous la connaissez tous désormais, je ne reviens pas dessus. Le deuxième critère, ce sont les priorités, puisque je vous rappelle que l'objectif en matière d'attribution et de désignation, c'est la mixité et tenir compte des priorités. Les priorités, vous en avez ici des exemples, l'insalubrité, l'expulsion, un logement trop petit, des divorces, les violences conjugales, ou les violences tout court, ou des personnes qui sont sans abri, par exemple. Et sur cette base-là, le pôle logement arrive à sélectionner 10 candidats, un panel de 10 candidats. On peut passer au slide suivant. Ensuite, ce pôle logement va, sur ces 10 candidats, procéder à une ultime vérification des informations, vérifier qu'il n'y ait pas d'incohérence, ce qui arrive très souvent. Donc là aussi, il faut faire ce petit travail. Et enfin, sont soumis à la commission de désignation 5 demandeurs. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant ? Et donc, ces 5 demandeurs vont être présentés à une commission dont vous avez ici les membres actuels. Et cette commission a fait l'objet d'une modification de son règlement intérieur que vous retrouverez sur l'application ODS. Je vous rappelle que dans ce règlement intérieur, il est notamment prévu, ce qui était déjà le cas avant, la possibilité pour l'ensemble des élus qui le souhaitent de pouvoir participer aux travaux de la commission sans prendre part au vote et en se manifestant au préalable pour faciliter l'organisation. Donc là, vous avez les différents membres et donc, après, je vais passer à saluer les membres de la commission qui ont fait la gentillesse de rester parmi nous. On peut passer au slide suivant. Donc, chaque membre de la commission va désigner 3 candidats avec un système de points et ce qui va nous permettre d'établir un rang entre les différents demandeurs de logement, rang 1, rang 2, rang 3, et ces demandeurs seront soumis au bailleur qui lui procédera à ce que l'on appelle la CALEOL, qui est la commission d'attribution prévue par la loi et qui procédera à l'attribution et non plus à la désignation du logement social. Donc je vous invite à consulter le règlement intérieur sur le site EDS. En ce qui me concerne, je souhaitais, parce que nous sortons d'une commission justement de désignation ce soir, et j'ai demandé aux membres de la commission de bien vouloir rester parmi nous. Je vais les inviter à se lever s'ils le souhaitent. Voilà, parce que je suis très content qu'ils puissent participer à ce conseil d'arrondissement et vous rappeler que il y en a 2, au total ils sont un petit peu plus. Ils font un travail extraordinaire. Parce que c'est un travail qui n'est pas simple. D'abord parce qu'ils sont confrontés, même si ce sont des dossiers anonymes, à des situations sociales très dures, qu'ils doivent aussi tenir compte de toute une série d'éléments techniques et juridiques qui sont complexes, et sur ces éléments-là, prendre des décisions. Merci. Prendre des décisions. Et d'ailleurs, je précise, Monsieur Massera, c'est bien ça, que c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Bernard. Bien. Et merci.
Voilà, donc saluer tout simplement leur présence et nous allons donc continuer les travaux de la commission et encore une fois, ceux qui le souhaitent pourront venir y participer quand ils le souhaiteront. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire Bernard, je savais pas que c'était ton anniversaire, mais c'est une bonne occasion d'être présent au conseil d'arrondissement. Et surtout, merci à l'ensemble des membres de la commission. Mario l'a dit, on gère une pénurie. Gérer une pénurie, c'est devoir prendre des responsabilités. Bien sûr, tous ces dossiers sont anonymes, hein, donc il n'y a pas de sujet personnel. Enfin, encore faut-il rentrer ensuite le soir chez soi en se disant qu'on a vu beaucoup de dossiers extrêmement prioritaires et qu'on n'a pas pu attribuer des logements à tous ceux qui en avaient besoin. Et donc, c'est un travail très difficile qui est fait. Et je voulais, à mon tour, vous en remercier. Et merci à Mario de nous avoir fait le point, je crois que c'était souhaité par un certain nombre d'élus, sur le mode de fonctionnement. On en vient maintenant au... Oui, allez-y, Pierre-Yves. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à Monsieur Gonzalez de cette présentation. J'avais deux questions. La première question concerne ce que vous avez dit sur la carte présentée tout à l'heure en disant il faut peut-être faire plus d'orientation PLS là où nous avons déjà un nombre important de logements sociaux. C'est bien ce que vous avez dit. Vous nous avez bien dit tout à l'heure que quand il y avait la carte, je ne sais pas si on peut la représenter, là où c'est en violet, en fait, là où il y a déjà une partie importante de logements sociaux, vous voulez plutôt privilégier du PLS, enfin des attributions de personnes étant qualifiées pour bénéficier du PLS. C'est bien ça? On va faciliter leur désignation. Attends, d'accord. Finissez votre question et ensuite Mario pourra répondre d'un... Oui, mais je voulais être bien sûr de comprendre. Alors, on a un certain nombre de délibérations qui ne sont pas présentées par vous, hein, par la mairie du 18e, mais par la ville de Paris aujourd'hui. Et je note que, par exemple, rue Caillé, qui participe sur la carte de la couleur mauve, on va présenter 2 PLAI, 2 plus et 2 PLS. Et donc, c'est quand même plutôt des PLAI des plus. Sur Hébert, on présente 59 logements PLAI. Dans la délibération des LH 352 pour prendre que 2 exemples. Alors, est-ce que là, on n'y voit pas une contradiction? Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais je trouve qu'il y a un décalage entre ce que vous nous annoncez et ce que on voit dans les délibérations présentées ce soir. Et deuxièmement, je voudrais vous remercier de votre travail et remercier toutes les personnes bénévoles qui participent aux commissions d'attribution, parce que c'est pas simple et ça demande un engagement civique. Je voudrais savoir combien il y a de membres exactement dans cette commission et le travail que ça représente pour ces personnes et pour combien de temps elles sont nommées et comment se passent ensuite les rotations et les désignations. Je vous remercie beaucoup. Merci, puis on aura l'occasion d'y revenir pendant les délibérations. Je crois qu'Yann Brossa voulait dire un mot et puis ensuite Mario pourra... Oui, je voulais juste faire une remarque. D'abord, la philosophie générale, effectivement, de notre convention d'attribution, c'est globalement de faire du logement très social dans les arrondissements ou les quartiers qui sont les plus dépourvus de logements sociaux, et à l'inverse, comme l'a relevé Pierre-Yves Bournazel, plutôt se concentrer sur les classes moyennes dans les quartiers qui sont déjà très pourvus. Mais si, par exemple, puisque vous évoquiez, Monsieur Bournazel, vous évoquiez par exemple la DLH 352, effectivement, à Hébert, nous allons financer 59 logements de type PLAI. Ça pourrait paraître contre-intuitif, simplement, en l'occurrence, c'est un produit spécifique puisque c'est un foyer de jeunes travailleurs. Donc, en l'occurrence, ce sont des salariés qui travaillent dans l'hôtellerie, des gens qui travaillent. Et donc, je ne pense pas que ce soit contradictoire avec un objectif général qui est un objectif de mixité sociale. Donc, bien sûr, il y a la règle générale. Après, il faut aussi regarder spécifiquement quels sont les types de logements, les typologies de logements qu'on installe dans chaque quartier. Et puis il y a un enjeu aussi de faire en sorte de ne pas faire partir, notamment quand on éradique l'habitat insalubre, la population qui habitait déjà dans ces quartiers. Donc dans notre politique de logement, on veille aussi à permettre aux anciens habitants du quartier de continuer à trouver des solutions d'habitat dans leur propre quartier. Peut-être un mot pour conclure de Mario, notamment sur la dimension temporelle, et ensuite on passe aux délibérations, on aura l'occasion du coup de reparler de tous ces sujets.
Oui, bien rappeler qu'il s'agit surtout de faciliter la désignation de PLS, et comme l'a dit Yann Brossat, après la distribution territoriale est un petit peu plus complexe, et comme l'a rappelé Monsieur le maire, parfois vous avez des logements qui sont réhabilités, des immeubles qui sont réhabilités dans lesquels il y avait déjà des personnes présente. Et je rappelle également qu'il faut aussi qu'au sein d'un immeuble, il y ait une mixité. On évite aussi de mettre une seule typologie de logement dans un seul immeuble, puisque ça aussi, ça participe de la mixité du bon vivre ensemble. En ce qui concerne votre question sur les membres actuels, vous avez actuellement le KSVP qui y siège, l'Espace parisien d'insertion, la Caisse d'allocation familiale, l'association Paris Goutte d'Or, un nouveau venu, l'association Solidarité Nouvelle pour le logement, qui s'excuse ce soir, la Confédération nationale du logement, et également un nouveau venu, la CLCV, ici représentée. Donc ça nous fait au total 7 membres, et puis après la commission est assez ouverte, je vous renvoie au règlement intérieur, elle est assez ouverte sur sa composition. Dès qu'une association se manifeste, ça a été d'ailleurs le cas de la SNL, nous étudions sa demande de venir siéger à la commission, nous sommes extrêmement ouverts à ce niveau-là. Merci beaucoup. On en vient maintenant aux délibérations, à commencer par la DLH 80 65 boulevard Ney. La parole est à Éric Ehlers. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Merci à Monsieur Gonzalez pour cette présentation. C'est important aussi pour les élus d'avoir des éléments d'appréciation. Merci aux services qui ont travaillé pour cette séquence et pour cet éclairage. Il serait intéressant d'ailleurs il manque une carte, ça serait de superposer la carte des zones mauves dont on a parlé avec celle aussi des logements et des projets de logement. Parce que là, on verra que justement, on n'a pas tout à fait la même notion de rééquilibrage et que vous faites des logements sociaux là où il y en a déjà. C'est une de nos critiques majeures. Et on a d'ailleurs, avec la DLH 80, donc qui fait l'objet de mon intervention, un premier exemple, puisque là, vous nous proposez un programme qui est hors zone de déficit en logement social, qui est effectivement du PLS, mais qui est une opération d'acquisition-amélioration, donc qui ne va pas créer de nouveaux logements, dans un secteur qui est fragile, puisque c'est celui de la porte de Clignancourt. Sur le programme lui-même, donc, nous avons aussi des réserves. Donc c'est un immeuble qui est entièrement occupé. Donc ça veut dire qu'on va changer une population par une autre, ou que la population actuellement occupante de cet immeuble va bénéficier, le cas échéant, d'un effet d'aubaine ou pas, qui l'amènera à quitter les lieux. De manière très concrète aussi, on s'intéresse à ce qui se fait dans l'amélioration, puisque c'est un programme d'acquisition-amélioration. C'est des choses qui sont faites de manière pérenne, donc il ne faut pas manquer le coche. Et là, je vois par exemple que on va passer au chauffage au gaz. Comme vous le savez, le gaz n'a pas le vent en poupe. Vous avez vu la hausse très importante qu'il a subie, que subiront donc les personnes qui vont habiter là-dedans, qui sont un public quand même assez fragile, qui est économiquement moins favorisé. Donc pourquoi favoriser cette énergie ? Une autre question qui n'apparaît pas, est-ce que cet immeuble qui compte 6 étages sera équipé d'un ascenseur ? Puisque quand on est dans un logement, on occupe un logement social, il y a très peu de rotation. Donc des personnes qui même actuellement sont peut-être relativement jeunes quand on va leur attribuer, plus tard ça va poser un problème. Nous avons le cas, nous connaissons des gens qui sont dans cette situation, qui se retrouvent en étage élevé et pour lesquels ça pose d'énormes difficultés, d'autant plus que les échanges sont toujours aussi complexes dans le parc social. Donc un coût supérieur à 6 millions d'euros pour ne pas créer de nouveaux logements et avoir un programme qui nous semble très inabouti dans un secteur déjà pourvu en logement social, nous voterons contre. Merci Yann Brossat, puis Mario Gonzalez pour répondre. Très concrètement, sur le 65 boulevard Ney, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un immeuble qui allait être racheté par un marchand de biens. Qu'allait-il faire derrière ? Il allait vendre l'immeuble à la découpe. Je peux vous dire une chose, je me mords les doigts tous les jours de ne pas avoir préempté les 3 immeubles à Montmartre qui ont été rachetés par un marchand de biens, Charpentier, qui derrière les vend à la découpe les uns après les autres en virant les locataires.
Et donc très concrètement, ce que va permettre le rachat de cet immeuble par la RIVP, c'est non pas de chasser les locataires en place, mais de les maintenir en place. Et pour une partie, vous l'avez dit d'ailleurs en parlant d'effet d'aubaine, leur permettre d'avoir des travaux, donc un immeuble plus confortable, et pour un certain nombre d'entre eux, dès lors qu'ils sont en dessous des plafonds de ressources, une baisse de loyer. J'assume cet effet d'aubaine. Et je préfère effectivement que ces locataires puissent rester en place plutôt que de les voir soumis à des congés pour vente, obligés de partir, et pour une part de partir de Paris du fait du niveau des loyers du secteur privé. Donc c'est vraiment une délibération que nous assumons pleinement. Émile Meunier, puis Mario Gonzalez pour répondre s'il reste des éléments à partager. Non, mais puisque l'occasion s'y prête, je voulais dire un mot au nom du groupe écologiste pour dire qu'évidemment nous soutenons totalement la politique de logement social et en particulier de préemption qui est menée par cette majorité Yann Brossat. Sur cette opération en particulier, de la même manière, nous n'y voyons pas d'effet d'aubaine. Si des personnes ont le droit à une baisse de loyer parce qu'ils ont le droit à bénéficier d'un logement social, d'une certaine catégorie, mais tant mieux, c'est un gain de pouvoir d'achat pour eux. Enfin, tout le monde devrait se féliciter de pouvoir faire bénéficier d'un gain de pouvoir d'achat des familles qui en ont certainement besoin. L'autre point, c'est non seulement nous soutenons cette politique de réalisation de logements sociaux, mais nous demandons même d'y aller encore plus fort sur la préemption. Et il y a ce qu'on appelle le compte foncier logement, qui est abondé par les finances de la ville et qui permet justement ces opérations de préemption. Et vu, la masse d'immeubles qui sont rachetés par des marchands de biens, il nous semble que la ville devrait être encore plus offensive qu'elle ne l'est déjà. Et donc, pour ça, on devrait augmenter les moyens financiers mis pour la préemption. Et nous le défendons à chaque conseil de Paris. Je vous remercie. Mario. Merci, Monsieur le maire. Donc, je répondrai sur des éléments plus techniques que vous avez évoqués par rapport à ce projet. D'abord, sur la nature même. Vous voyez, vous avez ici une illustration très concrète de la redistribution territoriale, puisque là, il s'agit d'un immeuble entièrement PLS, pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez évoqué, il se trouve 65 boulevard Ney, qui est un secteur fragile. Or, le PLS, comme je l'ai dit, ce sont des loyers à 30% du loyer du marché. Donc, ça vise les classes moyennes. Ce sont, je peux vous assurer, des loyers assez élevé, mais encore, parce que 30% du prix du marché, c'est pas non plus encore un effet d'aubaine, entre guillemets, pour reprendre vos termes. En ce qui concerne le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur, j'attire votre attention sur le fait que, en matière de réhabilitation d'immeubles, il n'est pas toujours le bienvenu, ni techniquement possible, d'installer des ascenseurs. Et ça nous arrive très souvent. On a souvent des immeubles qui sont réhabilités et on n'introduit pas d'ascenseur. Dans ces cas-là, je renvoie justement au rôle précieux de la commission de désignation et du travail qui est fait en amont par le pôle logement, puisque naturellement, quand vient le moment de la désignation, nous veillons à vérifier l'étage, vérifier s'il y a un ascenseur et vérifier l'accessibilité du logement, de sorte que la commission, et la commission fait le même travail d'ailleurs, n'est pas à statuer sur des demandeurs qui auraient des problèmes de mobilité, seraient âgés pour un logement situé au 16e étage. On veille systématiquement sur ce point-là, qui effectivement est un point sensible, mais malheureusement, les moyens techniques, voire architecturaux tout simplement, ne permettent pas toujours de construire un ascenseur. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit M. Meunier sur le compte foncier de la ville. C'est effectivement une volonté très noble de vouloir augmenter ce compte foncier. Mais ce compte foncier, quoi qu'il arrive, et indépendamment de son niveau, et je dis ça par expérience, c'est-à-dire presque, j'exprime ici une certaine frustration, mais c'est comme ça, ce compte foncier ne sera jamais infini. Et il faudra toujours à un moment donné faire des choix. Et c'est vrai, et Yann Brossat a évoqué l'exemple de 3 immeubles à Montmartre, souvent, eh bien, on doit faire des choix. Et nous, ville, et il y a ici des mairies d'arrondissement, il y a ici des projets que l'on va voir qui ont été préemptés sur la suggestion de la mairie d'arrondissement, et en l'occurrence de moi-même, et d'autres qui malheureusement n'ont pas été retenus. Et ce sera toujours le cas, à moins que l'on consacre l'intégralité du budget de la ville à la préemption. Mais bon, ça relève de la science-fiction, nous sommes tous d'accord.
Ah oui, après, il y a aussi le droit à la propriété privée et le fait qu'on peut quand même avoir des propriétaires privés qui soient dignes de ce nom et qui ne soient pas tous des marchands de sommeil. On a quand même des propriétaires privés qui font l'effort de maintenir des loyers relativement raisonnables. Voilà. Simplement, quand on tombe sur des mauvais propriétaires, on n'y est pas. Puis, mais on aura l'occasion d'y revenir. Le rééquilibrage des logements sociaux, il consiste quand même d'abord et avant tout à faire en sorte de produire plus dans les quartiers qui en sont fort dépourvus. Et ça, dans Paris et surtout dans la petite couronne de Paris, ça impose à un certain nombre de maires de sortir de leurs égoïsmes et de considérer qu'on peut aussi faire du logement social à l'ouest dans Paris et à l'ouest de Paris. Et honnêtement, faire porter cette pression sur les mairies qui font l'effort me paraît déplacé. Faisons porter la pression sur les mairies qui ne font pas l'effort. Et on en connaît tous un certain nombre ici. En attendant, je vais mettre en voie la DLH 80 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Nous en venons maintenant à la DLH 96 qui concerne le 14 rue du Roi d'Alger, que je vous propose de lier avec la DLH 327 qui est un peu plus loin dans l'ordre du jour, puisque c'est la même adresse. L'un c'est sur la réalisation, l'autre c'est sur une subvention exceptionnelle. Donc je propose de lier les deux et de laisser la parole d'abord à Christian Honoré, puis Pierre-Yvain Arnaud, puis Christophe Girard, puis Yann Brossat. Oui, monsieur le maire. Vous savez que nous, généralement, votons contre les préemptions. Sauf que, comme l'ont dit nos collègues, il y a parfois des moments où on peut changer le vote lorsqu'il s'agit de cas particuliers, et c'est le cas particulier pour la DLH 96, puisqu'il s'agit de la création de pensions de famille. Et je dois vous dire que j'ai été marqué lorsque nous en avons inauguré une, je crois que c'était rue Léon. Ce sont de très belles réalisations. On accueille des personnes très fragiles, on leur permet de se sociabiliser. Il y a des appartements très bien aménagés, et j'espère que ce sera le cas pour cette réalisation. Il y a donc une cuisine commune qui permet aux gens soit de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, soit de déjeuner dans leur appartement. C'est une belle action que nous soutenons, malgré, encore une fois, que ce soit dans le cadre d'une préemption. Mais bravo, et je dois dire à Yann Brossat que nous le soutiendrons chaque fois qu'il y aura de telles réalisations. Je vous remercie. Merci Pierre-Yvain Arnaud, Christophe Girard, puis Yann Brossat et Mario, bien sûr, pour conclure. Bon, je prends le relais de Monsieur Honoré. C'est pas tous les jours que je ferai peut-être ça, mais je vais m'inclure dans la même dynamique. Vraiment pour féliciter la ville d'avoir fait cette préemption. Effectivement, ça nous permet alors de faire deux choses en fait, parce qu'il y a deux délibérations. La finalité, effectivement, c'est de créer une pension de famille. Donc moi, en tant qu'adjoint en solidarité, je suis largement content de voir l'augmentation de ce dispositif dans l'arrondissement. On a déjà plusieurs qui sont dans l'arrondissement. Elles remplissent tout un rôle majeur. Monsieur Honoré l'a dit, mais je complète. L'idée, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin d'un sas entre la rue globalement et retrouver un logement classique. Et en fait, les pensions de famille, c'est exactement cette case-là qu'elles remplissent et elles sont indispensables. Moi, beaucoup d'habitants dans l'arrondissement m'interrogent en disant « je comprends pas, les gens ne veulent pas revenir dans un logement ». Quand vous avez vécu 10 ans dans la rue, quand vous êtes abîmé par la rue, revenir en logement tout de suite, c'est extrêmement dur. Donc c'est une première étape indispensable et je suis très content que la ville de Paris finance justement ce dispositif. Donc bravo, mais c'est pas tout, puisque avant même la mise en place de cette pension de famille, pendant 2 ans, parce qu'il y a des travaux très importants à faire, cet immeuble a été abandonné, donc je suis très content qu'il soit récupéré pour 2 bonnes choses, et en attendant, il y aura un CHU, un centre d'hébergement d'urgence pendant 2 ans, qui va acter les premiers travaux. Ils sont très lourds, avec des amiantages notamment, il y a des gros travaux à faire, et pendant ce temps-là, ce qu'on appelle l'intercalaire, en attendant la fin des travaux, on va pouvoir disposer d'un foyer d'hébergement d'urgence, notamment pour des familles. Donc c'est important de pouvoir loger des familles et des enfants dans notre arrondissement. Voilà, je trouve que c'est un beau projet porté par Emmaüs. Donc un CHU pendant 2 ans, notamment pour des enfants, et ensuite une pension de famille. Je trouve que le 18e s'honore très fortement à notre ville d'avoir un tel dispositif dans ses murs. Christophe Girard. Oui, merci beaucoup. Alors, moi je me suis inscrit sur toute la liste jusqu'à 327, mais le propos que je vais tenir maintenant concernera toutes ces délibérations, donc je n'aurai pas besoin de reprendre la parole. Je voudrais juste rappeler d'où on vient. 2001,
lorsque Bertrand Delanoë est élu maire de Paris, il prend une première décision qui est de supprimer ce que l'on appelait les appartements, les attributions réservées du maire de Paris. C'est une révolution. Et quand je vois le chemin parcouru, je voudrais vraiment dire à Éric Lejoindre et son adjoint Mario Gonzalez que la présentation qui est faite aujourd'hui, elle est à la fois précise, claire, et vous avez donné les règles. Et en effet, les élus ont dit qu'il était important de connaître les règles. Et j'ai noté que dans ces règles, vous aviez rappelé, il faut le refaire constamment, que l'anonymat des candidatures est un élément essentiel. Car vous savez que nous avons, tout élu que nous sommes, ou que nous soyons sur les rangs de la majorité ou de l'opposition, nous sommes sollicités régulièrement, moi qui ai un statut d'indépendant maintenant, je suis encore et plus que jamais sollicité pour intervenir sur des logements, dans le 18e bien entendu, ce qui est plus logique, mais également dans d'autres arrondissements. Donc il est important de rappeler que cet anonymat est la règle absolue et qu'on ne peut pas favoriser, pousser, accompagner un dossier parce que c'est impossible. Ensuite, il y a eu donc après les 2 mandats de Bertrand Delanoë, une nouvelle mandature et un engagement de Yann Brossat, je dois dire, d'une force et d'une vitalité et d'une rigueur assez exceptionnelle. J'ai été son confrère assez longtemps et d'abord j'étais assis à côté de lui, donc je pouvais souvent écouter ses interventions. Et là aussi, je sais que dans le rééquilibrage qui est fait dans tout Paris, et c'est pour ça que je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Eric Elders tout à l'heure d'une certaine manière, parce que dans ce qu'il a dit, il nous encourage et il encourage les maires des 7e, 6e, 5e, 9e, 16e ou du centre de Paris à faire plus de logements sociaux. Et je crois qu'en effet, c'est un bon point de vue. Maintenant, il y a un point également essentiel, je ne sais pas si ça a été redit, mais que dans la politique qui est menée, il ne faut pas oublier les agents du service public. Car comment avoir un très bon service public si les agents doivent faire 1 heure ou 2 heures de transport par jour? On sait que ça ne fonctionne pas. Des agents de service public, d'abord, sont dignes d'avoir un logement près de leur travail, comme tout citoyen et toute citoyenne. Ensuite, je me félicite également que les classes moyennes soient visées grandement, car aujourd'hui, en effet, les classes moyennes ont augmenté, le prix de l'immobilier a augmenté, les loyers, heureusement, sont encadrés à Paris, mais ça a été un bras de fer, et qu'en effet, il est de plus en plus difficile de se loger. Voilà, donc ce sont des félicitations, et puis je suis content que l'intervention qui a été faite de Yann et d'Émile Meunier a mis l'éclairage sur ce qui est un drame que vivent actuellement un certain nombre de locataires de la rue Robert Planquette et rue Le Pic, et je pense en particulier à Stéphane Cachelin, qui est un restaurant que vous connaissez bien, puisqu'aujourd'hui, il vit enfermé dans son restaurant et son logement avec des ouvriers sans autorisation qui viennent tous les jours, jours fériés compris, faire des travaux et voilà, et progresser dans le bon endroit. Mais je sais que la mairie centrale, la mairie d'arrondissement sont en action pour pouvoir saisir en effet les agents et le contrôle nécessaires. Donc ce sont des félicitations, mais des encouragements à ne pas relâcher vos efforts pour les années à venir, car se loger devient vraiment une très grande difficulté. Merci. Merci beaucoup. Yann Brossat, puis Mario Gonzalez pour conclure. Non, mais juste pour dire très vite que nous nous étions engagés en début de mandature à créer une pension de famille dans chaque arrondissement et que nous avons bien entamé la réalisation de cet engagement puisqu'on en a lancé 11 depuis le début de la mandature un peu partout dans Paris, et on a là un bel exemple de pension de famille, et les expériences qu'on a d'ailleurs dans le 18e dans ce domaine sont très concluantes. Christian Honoré parlait de la rue Léon, mais on a aussi l'exemple de la rue des Martyrs où on a ouvert une très belle pension de famille. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est permettre à des gens qui étaient à la rue, qui étaient concrètement sans abri, d'accéder à un logement pérenne, comme quoi c'est possible sans passer par des centres d'hébergement, des résidences sociales, un logement pérenne. Et on a la démonstration que ça fonctionne avec l'accompagnement social que proposent ces pensions de famille. Merci beaucoup, Mario. Rien à rajouter. Alors, je vais soumettre au vote la DLH 96. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Je mets aux voix la DLH 327. Qui est pour?
qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. NPPV de Kadiatou Koulibaly. Je vous en remercie. On en vient au 61 rue Custine. La parole est à Éric Hellers, puis Yann Brossa et Mario conclura. Oui, merci, Monsieur le maire. Mon intervention sera plus brève. Nous sommes dans le cas d'une préemption, acquisition, amélioration, un immeuble occupé. Nous n'avons pas d'informations sur l'énergie qui sera employée pour chauffer cet immeuble dans le futur. Peut-être que ça sera la même. Ça aurait été bien de la préciser. Et donc, nous voterons contre. Je vous remercie. Yann. Non, mais très concrètement, il est un peu paradoxal de plaider pour le rééquilibrage du logement social et de voter contre une délibération qui permet d'en faire rue Custine, précisément dans une zone de déficit en logement social. Donc si vous votez contre les délibérations de logements sociaux dans les coins où il y en a déjà, et puis vous votez contre dans les coins où il n'y en a pas, on a quand même le sentiment que vous êtes contre en général. Mario Gonzalez. Il s'agit justement d'une préemption souhaitée par la mairie d'arrondissement, puisqu'elle a été établie dans le cadre de cette mandature. En ce qui concerne, et ce qui me permet de répondre aussi à votre question sur le gaz du précédent projet, vous savez, le choix de l'énergie d'un immeuble, ce n'est pas au bon vouloir, c'est-à-dire ça relève aussi de considérations techniques. Parfois, le branchement gaz est plus avantageux, y compris pour les locataires, que une alimentation en électricité. Ça dépend vraiment de la configuration de l'immeuble. Parfois, vous avez des immeubles qui avaient déjà un système de chauffage général au gaz, et donc il est plus avantageux de préserver ce système en le rénovant simplement. Et parfois, vous avez des immeubles qui ont un système de chauffage qui n'est absolument pas performant. Et alors, à ce moment-là, on détermine s'il s'agit du chauffage urbain, du gaz ou de l'électricité. Cela vraiment dépend des projets et des opportunités. Encore une fois, nous faisons des immeubles et nous réhabilitons des immeubles avec une sobriété énergétique, mais aussi sobriété en ce qui concerne les sous. Donc, on va faire des réhabilitations qui soient performantes, qui assurent le confort de nos locataires, mais qui soient aussi raisonnables. Donc, on ne va pas changer tout un système d'alimentation en fonction, à vrai dire, de considérations purement aléatoires, puisque le prix du gaz augmente aujourd'hui, il a été très bas à un moment donné, il pourra réaugmenter, et ainsi de suite. Il en va de même pour l'électricité. Merci. Je vais donc mettre aux voix la DLH 152 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DLH 160 concerne la réalisation d'un programme au 10 rue Fauvet. La parole est à Yann Brossa, puis Mario. Non. Je vais donc la mettre aux voix qui est pour, contre, elle est adoptée. La DLH 167 rue Leibniz, pas d'inscription, elle est adoptée. Et j'en viens à la DLH 195, réalisation dans le secteur ordinaire poissonnier. La parole est à Éric Hellers, puis Anne-Claire Boux, puis Anzouman Sissoko. Oui, merci. Justement, nous sommes dans le cas qui pourrait être intéressant, puisque là, il s'agit d'une construction. Donc, a priori, en effet, nous devrions être comblés par cette délibération, sauf que manque de chance, c'est sur le secteur ordinaire poissonnier, sur lequel nous avons les plus vives réserves quant au déséquilibre qu'il comportera. Il y a eu beaucoup de débats, d'opposition aussi de la part de la population. On est sur un secteur qui est lui aussi déjà très pourvu en logements sociaux, d'autant plus que la barre Andrézieux, qui est juste à proximité, a fait l'objet d'une préemption. C'était une barre que je connais assez bien. Je connais des habitants et qui étaient justement des habitants de la classe moyenne. Et donc la préemption est déjà en train de faire changer la sociologie de cette population qui est à proximité de grands ensembles de logements sociaux. Donc là, en choisissant 50% de logements sociaux sur ce secteur, on crée du déséquilibre, on crée un futur déséquilibre. Je note également, si on peut avoir une satisfaction, là, cette fois sur l'énergie avec la CPCU, donc ça c'est bien, bravo. Le problème de l'architecture, on ne voit pas dans la fiche technique à quoi ressembleront ces immeubles, donc peut-être qu'on ne le sait pas encore.
nous aimons bien voter quand même sur des projets. Si on peut éviter d'avoir des cages à lapins, c'est aussi notre responsabilité, puisqu'on a une forme de maîtrise, de pouvoir, à travers les subventions, de pouvoir aussi choisir une architecture qui soit pérenne, qui soit de qualité, qui ait une esthétique compatible avec les ambitions qu'on peut avoir pour Paris. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Merci. J'ai eu la chance, depuis que je suis maire du 18e, d'inaugurer un certain nombre de bâtiments, et notamment de logements sociaux. Je dois dire que rien n'est plus éloigné de ce qu'on fait depuis 20 ans à Paris que la cage à lapins. Ce n'était pas complètement vrai de ce que la majorité précédente faisait subir à notre arrondissement, il y a plus de 20 ans, ça fait longtemps. Les cages à lapins du 18e, elles datent plutôt des ères Chirac et Tibéri que des ères de la Noé Hidalgo, et je suis sympathique en disant cela, mais je reconnais que ça fait très longtemps. Et puis, dernier élément, puis je laisse la parole à Anne-Claire Boux, mais ça me fait longtemps que je voulais réutiliser cette formule que vraiment je nous invite toutes et tous à avoir en tête. Le logement social, c'est pas du logement de gens à problème. Et si on pouvait se convaincre de cette idée que les locataires du logement social ne sont pas par définition des gens qui posent des problèmes dans les quartiers, au contraire, le logement social est une solution, je pense que nos débats seraient plus clairs. Et le fait de s'opposer par principe au fait qu'il y ait du logement social laisse quand même à entendre qu'on imaginerait que ceux qui ont vocation à y habiter seraient un peu par définition. Sinon, pourquoi s'opposer à cette typologie de logement-là? Des gens qui posent problème, je crois exactement l'inverse. Si on veut, pour reprendre l'éternel exemple, qu'une policière et qu'un infirmier puissent continuer à vivre dans le 18e, eh bien, il nous reste à faire beaucoup de logement social. Anne-Claire Boux. Merci, Monsieur le maire. Le projet ordinaire poissonnier, ça a été dit, a fait l'objet de nombreux débats et d'une longue concertation avec les habitantes et les habitants du quartier. Ce travail a permis, comme vous le savez, de faire évoluer significativement le projet, avec une augmentation de la surface végétalisée à 52% du projet, un projet moins minéral, avec une diminution de la surface au sol, mais aussi de la surface globale du projet, et notamment la suppression d'une emprise de bureaux, mais aussi la transformation d'une autre partie de bureaux en logement de moyenne durée pour les jeunes actifs et actifs. Ça a été dit précédemment, c'est aussi important de pouvoir permettre aux jeunes qui démarrent leur carrière professionnelle de pouvoir se loger à Paris. Et je voudrais revenir sur le contexte. En cette période de COP26, mais aussi après la publication du GIEC cet été, et au vu des études en santé environnementale, on a évoqué précédemment ce sujet, nous savons à quel point il est urgent d'adapter notre ville au changement climatique. Un travail d'élaboration de PLU bioclimatique est en cours et les orientations seront d'ailleurs débattues la semaine prochaine en Conseil de Paris. Le projet ordinaire poissonnier est aujourd'hui considéré comme un standard minimum en termes de végétalisation par les associations environnementales. Je voudrais donc nous inviter collectivement à poursuivre cette dynamique, voire à aller plus loin, afin d'offrir aux Parisiens et aux Parisiennes une ville plus écologique avec un meilleur cadre de vie. Je voudrais aussi revenir sur l'objet exact de cette délibération, puisque là, j'ai ouvert la perspective, mais l'objet de cette délibération est d'intégrer 50% de logements sociaux. Et nous venons de voir dans la présentation précédente à quel point l'attention était importante sur l'attribution des logements sociaux. Je vous invite donc à voter cette délibération. Nous souhaitions aussi souligner la présence d'un foyer de jeunes travailleurs et mon collègue Anzouman Sissoko reviendra sur ce dernier point. Je vous invite également à voter la seconde délibération qui se porte sur ce dernier point. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je laisse tout de suite la parole à Anzouman Sissoko, puis Yann Brossin, puis Mario Gonzalez. Anzouman. Merci, Monsieur le maire. Je me réjouis. D'abord, je parle sur les trois délibs, 195, 333 et 352. Donc, je me réjouis de ce projet de réalisation des foyers de travailleurs qui répondent à un manque incontestable et dont je voudrais souligner le rôle essentiel, doublement essentiel. Social, naturellement, au vu des prix de logement dans le parc privé et des fortes tensions sur le parc des bailleurs sociaux. Donc, mais également comme lieu de sociabilité et de facilitation d'intégration. Parce que les foyers servent à ça. Vous vous souvenez que plus de la moitié des gens qui viennent en France ne demandent pas l'asile. Donc, ils passent pas par des circuits que tout le monde connaît.
social naturellement au vu du prix du logement. Et de ce fait, je suis particulièrement sensible à la prévision du local jeune prévu dans le projet Ordonneur. Une initiative à saluer fortement et à encourager et qui distingue favorablement des tendances observées ailleurs, visant objectivement à isoler les occupants des foyers, réduisant des équipements à des dortoirs peu respectueux du bien-être des premiers cordées de la construction du pays. C'est toute autre chose dont il s'agit dans ce projet, puisqu'il inclut même également des logements à destination des travailleurs à mobilité réduite. J'aimerais toutefois ajouter que le plan de logement participatif intègre aujourd'hui la mise en commun d'espaces consacrés à l'accueil des invités. De même, il serait souhaitable, pour respecter la vie sociale et affective des membres du foyer, d'en envisager également pour les travailleurs. Vous me permettez d'ajouter un mot concernant la DRH 352 Herbert qui, elle, ne comporte aucun espace de sociabilisation intime. Et vous aurez compris que je le déplore. Est prévu en proximité une crèche et une résidence pour personnes âgées visant à créer à l'échelle d'un lot une certaine mixité générationnelle et sociale. Une belle initiative. Je me tiendrai à votre disposition le temps venu pour que nous veillions ensemble avec Ariel Lelous, avec Victoria Marigan, à ce que les gestionnaires sociaux des différents établissements, en partageant l'esprit, que cette vision puisse prendre corps. Enfin, en étant bien entendu que les précisions techniques seront complétées avec la mesure des ouvrages qui sera, j'en doute pas, une porte attention à la qualité environnementale de ces projets. J'exprimerai un dernier point de vigilance sur les deux projets. Les isolements thermiques sont par nature distincts des isolements acoustiques. Je souhaite qu'une attention particulière soit portée sur des proximités des rails des deux projets de foyers de jeunes travailleurs et qu'une isolation sonore soit bien intégrée à la conception des deux bâtiments. Merci. Merci beaucoup. Mario Gonzalez. Je crois qu'il y avait Yann Brossa, mais je ne sais pas. Non. Bon, alors. Quelques éléments de réponse. D'abord, sur le projet en tant que tel, vous parlez de trop de logements sociaux, finalement, dans ce secteur-là. Je vous rappelle quand même qu'il y a, on est ville de Paris tenue par une loi, qui est la loi SRU, qui a été revue par la loi Elan, et qui nous oblige à un taux minimal de logements sociaux dans la ville. Si vous regardez le quartier de la Goutte d'Or, qui est juste au sud, en fait, si on prend le quartier Ordeneur-Poissonnier, eh bien, il est déficitaire en logements sociaux. Si vous regardez à l'ouest, vous avez 3 tours de copropriété. Copropriété d'ailleurs gérée de manière assez curieuse puisque ça fait 20 ans qu'on leur demande de réhabiliter leur façade, ils en sont incapables. Ce qui démontre les lacunes de la copropriété. Et vous avez effectivement, côté nord, la cité Andrézieux, qui n'a pas fait l'objet d'une préemption, hein, ça a été racheté par un bailleur qui s'appelle ICF La Sablière, mais ça n'a pas fait l'objet d'une préemption, et qui a fait l'objet en revanche d'une réhabilitation lourde, plan climat, dont d'ailleurs les habitants sont ravis, puisque nous les avons rencontrés avec le maire. C'est une très très belle réhabilitation, très réussie, et ce qui s'inscrit dans la mutation de ce quartier. Donc j'ai envie de vous dire, 50% de logements sociaux dans ce quartier, finalement, c'est peu. Et que peut-être qu'il en aurait fallu un petit peu plus. Mais bon, passons, en tous les cas, aujourd'hui, ce projet est adopté, il est vertueux, cela a été rappelé par Anne-Claire Bou. Je préciserai par rapport à l'architecture, je vous rappelle l'objet de la délibération. La délibération vise à voter le financement et les prêts garantis par la ville. En matière d'aménagement et de secteur d'aménagement, la question de l'architecture ne peut pas faire l'objet d'une délibération à ce stade et ne peut pas faire l'objet d'une délibération tout court puisque l'usage, voire la réglementation, exige que d'abord on aboutisse à l'aménagement,
c'est le cas, le permis d'aménagement va passer, mais qu'ensuite on passe à des jurys d'architecture dans lesquels nous allons intégrer d'ailleurs des habitants qui ont été mobilisés, c'est l'usage à la mairie du 18e arrondissement, et qui participeront au jury d'architecture. Et il faudra que l'aménageur veille à la cohérence des différents projets architecturaux, puisque chaque lot a sa propre autonomie et donc aura sa propre identité architecturale. Donc, d'une part, l'objet de la délibération n'est pas de voter du projet architectural en tant que tel, ni du projet dans ses aspects techniques et architecturaux, mais bien de voter sur le financement. Et d'autre part, en tout état de cause, les projets architecturaux font l'objet d'un jury. Et dernier point en ce qui concerne ce qui a été soulevé par mon collègue Anzouman Sissoko, c'est un point très important en ce qui concerne ce quartier, le foyer jeunes travailleurs et la question de la nuisance sonore causée par les voix. C'est un vrai sujet auquel l'aménageur FA est particulièrement vigilant, ainsi naturellement vous vous en doutez que la mairie d'arrondissement. Je salue d'ailleurs ma collègue Ayodela Ikwessan, puisque dans un autre projet d'aménagement un peu plus avancé qui est Hébert, nous avons mis en place pour la première fois, alors que la loi ne nous l'impose pas, une étude d'impact santé. Et inutile de vous dire que sur ce projet-là, cette même étude sera établie et nous veillerons à ce que la question des nuisances sonores y soit naturellement abordé, étant précisé que d'ores et déjà, je peux vous indiquer que l'orientation de l'immeuble qui est projeté sera fait de telle sorte à ce que les nuisances soient le moins fortes possible pour les futurs résidents. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vais donc mettre aux voix la DLH 195 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Peut-être qu'on peut voter, à moins que Eric Ehlers, qui était à nouveau inscrit mais qui n'en a pas parlé, peut-être qu'on peut voter en même temps la DLH 333 qui concerne toujours ordonnaire poissonnier sur laquelle Anne-Claire Books comme Anzouman Sissoko sont déjà revenus. Peut-être M. Ehlers voulait dire un mot? Non? On passe au vote? Alors on va passer la DLH 333 au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie et je laisse la parole à Eric Ehlers concernant le 19 de la rue Caillé. Oui, merci, Monsieur le maire. L'avantage qu'il y a à avoir ce tunnel de délibération logement, pour lequel le 18e est très bien pourvu, par rapport notamment à d'autres arrondissements, c'est que ça permet de vous répondre et d'avoir un peu de débat. Donc, par rapport au cage à lapin, ne me faites pas de procès d'intention sur ce sujet-là. Je pense qu'il est, d'ailleurs, pour être très honnête, c'est plus le fait de l'urbanisme des préfets qui prévalait avant Jacques Chirac, où on a eu de vrais massacres. Alors, j'en pense un que je connais, par exemple, sur la place des Fêtes, dans le 19e, où ça a quand même été très, très violent. Que sous Jacques Chirac et Jean Tibéry, sans vouloir offenser leur mémoire, mais tout n'était pas merveilleux, hein, mais ça s'était quand même bien amélioré. Sur le fait que dans les logements sociaux, ne nous faites pas non plus le procès d'intention que l'on assimilerait le fait d'habiter des logements sociaux avec le fait d'être des cas sociaux, c'est pas du tout le cas. Voilà. Par contre, il y a quand même des difficultés parce que c'est les gens qui nous le disent, des habitants des logements sociaux, qui nous disent, voilà, qui subissent effectivement d'une très petite minorité d'individus, mais qu'une minorité qui pourrit réellement leurs conditions de vie et ils n'ont pas la possibilité de partir. Voilà. Parce que justement, leurs ressources ne leur permettent pas. C'est pour ça qu'on est très vigilant sur l'équilibre et ça sera un autre sujet, hein, c'est après sur la gestion des logements sociaux, sur la manière dont ils sont tenus et aussi dont parfois il faut gérer les départs de certaines personnes qui n'ont rien à faire dedans, et c'est extrêmement compliqué. Sur la délibération donc qui nous occupe, là on est dans un cas un peu particulier par rapport à ce qu'on a vu, puisqu'on est dans un cas d'insalubrité avec un immeuble donc qui a fait l'objet de sinistres, petite parcelle, mais qui est dans un endroit aussi fragile, hein, zone mauve également, pas loin du jardin des Halles, et on va avoir justement Christian Honoré en avait parlé, et Pierre-Yves Bournazel, du PLAI. Donc il aurait certainement été plus judicieux de mettre une catégorie un peu plus favorisée dans ce secteur très fragile,
On a également c'est plus au niveau d'interrogation, on n'a pas d'ascenseur, on a chauffage au gaz, et on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, apparemment c'est une réhabilitation, est-ce qu'il n'aurait pas fallu tout détruire et tout reconstruire vu l'état de la chose, est-ce qu'il aurait aussi, là, voyez, nous ne sommes pas du tout sectaires, fallu surélever par rapport à ce que c'est, puisqu'on est à côté, on va laisser un mur pignon. Ça aurait permis aussi, là, pour le coup, de créer du logement, et du logement social, du logement intermédiaire, mieux, ou une résidence, qui aurait permis d'aller davantage dans le sens de l'intérêt général. Donc pour toutes ces raisons-là, nous voterons contre ce programme qui ne nous semble pas suffisamment abouti. Merci. Merci, mais vous avez raison, dans la première partie de votre intervention, il y a l'urbanisme chiracien, il y a surtout l'urbanisme pompidolien, qui a été, pour le coup, pour Paris, un moment extrêmement difficile, dont la place des Fêtes est la démonstration. Dans le cadre de la rue Caillé, nous sommes donc dans l'éradication de l'habitat insalubre et au fond le remplacement du logement social de fait mal géré par du logement social bien géré. La parole est à Mario Gonzalez pour vous répondre. Je renvoie un petit peu à mes derniers éléments de réponse. Sincèrement, on était dans de l'habitat insalubre, qui était donc géré par la Soreca, qui gère ces projets-là. On peut toujours reprocher le projet de réhabilitation. Ce que je peux vous dire néanmoins sur les projets de réhabilitation, c'est qu'ils sont l'objet d'études très approfondies de la part aussi bien de la direction du logement que de la direction de l'urbanisme. D'abord sur l'opportunité ou pas de la démolition. Or, dans cette mandature, l'équipe municipale s'est engagée à faire preuve de sobriété en ce qui concerne les démolitions. De sorte que nous ne validons une démolition que si nos propres services nous disent qu'il n'est tout simplement pas raisonnable de maintenir l'immeuble et que cela entraînerait des frais déraisonnables ou nous obligerait à surmonter des difficultés techniques trop importantes. Pour cet immeuble, nos services nous ont dit on peut réhabiliter et on peut le faire tout en étant raisonnable. C'est la raison pour laquelle nous l'avons tout simplement validé. Dans d'autres cas, peut-être que la démolition sera de mise. C'est déjà le cas. Je vous rappelle qu'il y a très peu de temps, nous avons eu une polémique sur un immeuble 46 rue des Trois Frères où nous avions des collectifs d'habitants qui nous disaient comment est-ce possible de démolir cet immeuble faubourien. Eh bien, c'est tout à fait possible puisque les services nous ont dit que c'était la meilleure option et la plus raisonnable. Donc, je vous rassure à ce niveau-là, nous privilégions toujours la raison en ce qui concerne, et la sobriété en ce qui concerne les réhabilitations. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DLH 201. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La DLH 264 n'a pas fait l'objet d'inscription comme la DLH 280, ou plutôt on fait l'objet d'inscriptions qui ont été retirées et donc elles sont adoptées. Et j'en viens à la DLH 323 1830 rue Boucry. La parole est à Éric Allers, Émile Meunier, Christian Honoré, Yann Brossat et Marie. Tu te désinscris, donc Éric Allers et Christian Honoré. Bien, merci. Donc un grand ensemble, là aussi, qui fait l'objet d'un conventionnement. Oui, effectivement, sur la barre d'Andrézieux, c'était un conventionnement et non pas une préemption, ce qui aboutit finalement un peu à une chose, un résultat assez semblable, mais vous avez tout à fait raison de le préciser. Là, nous avons donc un ensemble immobilier occupé avec de nombreux logements qui passe dans le giron du logement social dans un secteur qui est déjà très pourvu. Alors il y a sur un point positif, il faut le reconnaître, qui est l'amélioration thermique avec isolation thermique par l'extérieur. Donc ça, c'est une très bonne chose. On garde le chauffage au gaz. Je ne vous ferai pas de procès sur le fait que, effectivement, je le note, mais voilà, c'est quand même, malgré contrairement à ce que vous avez dit, non, c'est une énergie qui est carbonée et le gouvernement s'est engagé vers la sortie du gaz. On est clair. Donc c'est pas que ça, selon les fluctuations des cours, que on l'installe ou pas. Il y a un message qui est clair, qui est pas le mien, mais qui nous dit non, maintenant c'est fini le gaz.
indépendamment d'autres considérations plus géopolitiques qui ne peuvent pas non plus nous laisser insensibles. Petite observation donc sur cette opération, un petit regret. On nous dit qu'on ne peut pas végétaliser les toitures parce qu'elles datent de ces années. Il me semble quand même qu'on sait faire des végétalisations de toitures avec des espèces qui demandent très peu de terre, des sédums, des plantes grasses ou succulentes, qui nécessitent peu de terre et qui permettraient quand même d'avoir un petit peu un bilan meilleur, un peu d'isolation et puis aussi un phénomène de dépollution qui aurait été intéressant. Donc voilà, l'opération quand même coûte plus de 80 millions d'euros au total, même si l'intitulé de la délibération ne parle que de 5 millions. Mais non, c'est beaucoup plus cher au total, avec des prêts. Donc ça siphonne aussi les crédits du livret A pour une opération qui ne crée pas de logements sociaux, même si nous sommes favorables à la rénovation. Donc nous voterons contre. Merci. Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Donc il s'agit bien de la réhabilitation rue Boucry de 220 logements sociaux. Nous allons voter cette délibération, mais je profite de cette délibération, puisqu'il s'agit d'un nombre important de logements, pour attirer l'attention de monsieur l'adjoint aux personnes handicapées, Jacques Galvani, et m'adresser à Yann Brossat, vous rappelez je porte mon attention énormément sur l'accessibilité des personnes handicapées. Et donc je voudrais savoir et interroger les deux adjoints si on a pris soin de prévoir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et je voudrais rappeler ce que nous avions fait pour le 247-251 rue Marcadet. Nous sommes passés avec Pierre Bournazel et je voudrais dire que c'est très satisfaisant parce que d'une part, vous vous souvenez qu'au 247-251 rue Marcadet, il n'était pas prévu d'accessibilité et aujourd'hui, il y a donc 2 appartements qui sont de la création de 2 logements PMR, qu'il y a l'accessibilité, l'amélioration de l'accessibilité des halls et locaux, et ensuite qu'il y a l'amélioration de l'accessibilité des logements pour 7 escaliers. Je voudrais m'en féliciter parce qu'on est parti de loin. Et je dois dire que je souhaiterais que, comme dans rue Marcadet, il y ait une attention soutenue pour, encore une fois, l'accessibilité des personnes handicapées. Et nous avions voté un vœu à l'unanimité qui prévoyait que désormais, lorsqu'il y a une réhabilitation lourde dans les résidences de logements sociaux, les appartements en rez-de-chaussée soient adaptés et accessibles. Voilà, je voudrais donc m'en réjouir. Au 247-251, c'est aller plus loin que ce que nous avions demandé, c'est très bien, mais je souhaiterais qu'on prête une attention égale à toutes les réhabilitations lourdes, bien entendu, des résidences de logements sociaux. Je vous remercie. Merci, Mario. Merci, monsieur le maire. Quelques éléments sur cette acquisition, puisqu'il s'agit d'un ensemble qui appartenait à Inly, un ensemble assez caractéristique des années 60-70. Moi, je note quelque chose par rapport à cette acquisition qui est vraiment le bienvenu et qui n'a rien à voir et qui n'est pas évoqué dans cette délibération. Vous savez que cet ensemble-là est en copropriété avec une autre copropriété qui gère un parking de 3 niveaux. Et ce parking, c'est un enfer pour les habitants. Or, je me réjouis de l'acquisition par la ville, à travers un de ses bailleurs, la RIVP, parce que ça va nous permettre de faire pression, cette fois-ci, nous directement, à la copropriété de ce parking, pour qu'une bonne fois pour toutes, comme nous le faisons dans tous nos parkings, nous ayons des travaux qui permettent une meilleure sécurisation de ce parking. Donc, rien que pour cela, je trouve que cette acquisition est la bienvenue. En ce qui concerne les éléments de réhabilitation, vous savez, moi je ne suis pas technicien. Là, ce que vous avez comme fiche technique, c'est la fiche technique qui est établie par les services de la ville. Par la suite, il y aura un concours pour trouver une entreprise qui réalisera les travaux de réhabilitation. J'ai bien noté votre question en ce qui concerne la végétalisation des toitures. Peut-être que l'entreprise qui sera choisie, elle trouvera techniquement possible de le faire. Ce n'était pas le cas des services de la ville, mais on n'en est pas là à ce stade. Je note néanmoins qu'il s'agit d'un ensemble
donc des années 60, mais très végétalisé dans sa partie rez-de-jardin. Vraiment très végétalisé, et il est prévu d'accroître cette végétation et non pas de bâtir en cœur d'îlot, que certains des collègues se rassurent. Et en ce qui concerne l'accessibilité PMR, je le note également, mais cela fera l'objet d'une étude attentive de ma part, en ce qui concerne, lorsque nous aurons désigné ou lorsque nous aurons à désigner l'entreprise en charge de réaliser les travaux. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DLH 323. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous avons déjà voté la DLH 327 et la DLH 333. Nous en venons donc aux DLH 352 et 417 qui concernent le secteur Hébert, sur laquelle Anzouman Sissoko est déjà intervenu. La parole est à Éric Ellers, puis Émile Meunier. Non, ce sera très brièvement pour vous indiquer que nous nous abstenons sur cette délibération. C'est en effet des logements PLAI dans un secteur qui est lui aussi déjà pourvu, mais s'agissant d'un foyer de jeunes travailleurs, pour rejoindre les propos de notre collègue, voilà, c'est pas tout à fait la même chose que du logement social classique, puisque c'est un logement qui est géré, qui est suivi, et donc nous aurons cette nuance et nous nous abstiendrons. Merci. Merci. Émile Meunier. Merci, monsieur le maire. Moi, je trouve le débat très intéressant, effectivement, que chacun puisse apporter ses arguments. J'aimerais ajouter un argument supplémentaire aussi, si besoin était, à l'importance vitale de faire du logement social à Paris. C'est la lutte contre la spéculation. Si demain, à la place des logements sociaux, vous laissez faire de la propriété privée, vous sortez des appartements à 10 000 € du mètre carré, dans 5 ans, sans rien faire d'autre que respirer, vous le revendez à 15 000 € du mètre carré. Et vous aurez fait qu'empirer les problèmes de Paris. Donc, il n'y a pas 1000 solutions pour lutter contre cette spéculation. Il y a une politique massive d'acquisition foncière que les écologistes défendent avec les communistes et le reste de la majorité. Il y a la régulation des loyers, par la loi Duflot, l'encadrement des loyers, que nous faisons appliquer, même si on pourrait faire mieux, mais ça ne dépend pas que de nous, mais aussi du préfet de région. Et puis après, il n'y a pas 1000 solutions. J'en ai une autre, moi, c'est de revoir le Grand Paris de fond en comble, pour faire redescendre la pression foncière. Mais je ne pense pas que ce soit l'objet du conseil d'arrondissement du 18e. Donc, malheureusement. Bon, ceci étant dit, pour en revenir à Hébert, je voulais profiter de cette délibération pour pouvoir tenir au courant le conseil d'arrondissement d'une évolution notable de ce projet à la suite d'un vœu que les écologistes ont déposé lors du précédent conseil. Vous savez, j'étais intervenu à ce sujet. Je ne reviendrai pas sur le détail. Il y a les logements sociaux, on l'a assez dit. Il y a un espace vert trop petit à notre goût. Et puis, il y a beaucoup de bureaux monofonctionnels. Ça, c'est le projet initial. Nous avons fait valoir que c'était peut-être un peu déséquilibré et qu'il faudrait diminuer le nombre de bureaux, passer du bureau tertiaire à de l'activité productive, faire du Made in Paris, et puis augmenter quand même ces espaces verts, parce que, je n'ai pas à vous convaincre là-dessus, c'est urgence quand même, sur un point de vue climatique. Alors, la majorité s'est mis d'accord, et vraiment, j'aimerais remercier tout le monde qui a travaillé là-dessus, que ce soit dans le 18e arrondissement et aussi au niveau central. Et je vais vous lire très rapidement les évolutions sur l'attendu. Donc, on va demander la ville officiellement à la SNCF de revoir, dans le cadre d'une concertation large avec les élus, les riverains et les associations locales, la programmation tertiaire et la composition urbaine des phases suivantes 2, 3, 4, parce qu'il y en a une qui est déjà votée et même les travaux ont commencé, du projet à la faveur d'une mixité programmatique renforcée, l'intégration d'activités productives, artisanales et culturelles, ça manque dans le secteur, et une augmentation sensible de la part d'espaces végétalisés. Alors, pour ceux que ça intéresse, le mot sensible, le synonyme, c'est significatif. Voilà, je suis allé vérifier dans le dictionnaire. Donc, il y a une vraie évolution du projet et je crois qu'on peut s'en féliciter, étant précisé qu'il n'y a pas 1 mètre carré de surface de plancher en moins sur le logement. Ceci est sanctuarisé. On parle bien du bureau. Et le bureau, à notre sens, on en a un peu trop à Paris.
Je vous remercie. Mario. Merci, Monsieur le maire. Alors, en ce qui concerne ce projet Hébert, je m'étonne de votre position, puisque j'ai bien noté ce que vous disiez sur le foyer de jeunes travailleurs. Et quand vous regardez l'autre projet Hébert, et là je m'adresse également à mon collègue Ariel Lelouch, qui a notamment en charge les personnes âgées, il s'agit justement d'une résidence, pas d'une résidence, mais de logements sociaux dédiés aux personnes âgées. Et c'est un type de logement social totalement innovant, que l'on ne fait pas d'habitude. Donc il ne s'agit pas d'une résidence senior, il ne s'agit pas d'un EHPAD, il s'agit de logements à part entière, mais avec la création d'espaces communs et la gestion de ces espaces par une association spécialisée dans l'accompagnement des seniors. Donc je m'étonne de votre position en ce qui concerne cette délibération, mais dont acte, pour moi, il s'agit d'un projet très noble. Pour revenir sur les propos de Monsieur Émile Meunier, effectivement, ce vœu a été adopté et nous nous en réjouissons tous. Je fais quand même une précision importante pour qu'il n'y ait pas de déformation et pour que les choses soient bien claires pour chacun d'entre nous. Le projet Hébert fait l'objet de 4 phases. Et il y a une phase 1 qui a, comme mon collègue l'a déjà rappelé, a été adoptée. Cette phase 1, elle englobe le square central, plusieurs lots, dont certains sont adoptés, dont l'orientation est adoptée aujourd'hui, et déjà des bureaux. Et pour aller dans le sens de ce que vient de dire mon collègue Émile Meunier, non seulement nous allons retravailler les phases 2, 3 et 4 pour notamment baisser un peu la part de bureaux et surtout promouvoir l'activité, parce qu'il faut aussi de l'activité à Paris, notamment dans le nord de Paris, mais aussi dans la phase 1, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec EFA pour que ce lot de bureaux qui existe déjà puisse évoluer pour plus d'ouverture au bénéfice des futurs habitants. Donc même sur la phase 1, on essaye de travailler pour tordre un peu le cou, même si le permis d'aménager a déjà été adopté et que donc nous ne pourrons pas revenir en revanche sur le square et sa surface. Mais je précise là aussi que j'ai d'ores et déjà demandé à l'aménageur à ce que la mairie du 18e et mon collègue Gilles Ménède soient consultés quant à l'élaboration de ce square pour éviter des déconvenues. Merci beaucoup et je rappelle qu'un des enjeux de cette première étape d'Hébert, c'est de permettre à l'ENS Torcy de trouver des locaux très 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 qualitatifs en cœur de quartier. Donc c'est aussi un soutien très fort que nous apportons à l'ENS Torcy en permettant cet aménagement et donc l'extension du centre social et bien sûr aussi du lieu de formation qui est très important. Je vais donc mettre aux voix la DLH 352 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je mets aux voix la DLH 417 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité. Et j'en viens à la DU 143 qui concerne le terrain du 30 de la rue Cavé. La parole est à Ariel Lelouch, Rudolf Granier, Yann Brossa et Mario. Oui. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes collègues. Chers collègues, j'aurais pu intervenir sur la précédente délibération puisqu'elle concernait les personnes âgées. Je vais intervenir donc sur celle-là. Et pourquoi? Parce que en tant que référent du conseil du quartier. Alors, moi j'ai trouvé, je vais pas rebondir sur mon collègue Émile Meunier parce que je risque de lui faire mal avec mes 100 kilos. Chose est sûre, c'est que c'est vrai que c'est un débat très intéressant sur ce qui concerne le logement par rapport à l'intergénérationnel, par rapport aux différentes classes sociales. Et je voudrais parler de la goutte d'or. On a dit tout à l'heure, cage d'un lapin, non. Par contre, je peux vous assurer qu'il y a 35 ans en arrière, j'habite depuis 35 ans à la rue de la Goutte d'Or, en plus exactement à rue de Deauville, mais dans le quartier de la Goutte d'Or. La rue Cavé, ça valait, 800 € le mètre carré, 900 €, 1000 € le mètre carré, et encore. Personne ne voulait venir. Aujourd'hui, le prix moyen d'un terrain au 30 rue Cavé, c'est 8500. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail formidable de fait pendant des années. À l'époque, j'étais au conseil du quartier, monsieur Honoré s'en souvient, et d'autres personnes s'en souviennent. J'étais, moi, en tant que, non pas élu, mais simplement habitant, justement dans l'une de ces commissions qui s'occupait de l'insalubrité. Et croyez-moi, les équipes qui étaient en place ont travaillé d'arrache-pied. Je dis bien d'arrache-pied pour faire en sorte que notre quartier soit réhabilité, devienne un quartier très prisé et qui a vu l'établissement d'autres classes moyennes, d'autres classes intermédiaires. Alors c'est vrai que la Goutte d'Or a tellement de succès, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus y vivre quand on fait partie de la classe moyenne,
Pour la bonne raison, c'est que tout à l'heure, on a parlé des agents municipaux, des agents territoriaux, des fonctionnaires. J'ai envie de parler en tant qu'instituteur, fonctionnaire de l'éducation nationale, qui a pu acheter son logement il y a 35 ans dans la Goutte d'Or. J'ai 2 filles de 30 ans. L'une est prof dans le secondaire, et je m'adresse à mon collègue Pierre-Yvain. C'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on est obligé de faire 1 heure de route pour arriver sur les écoles parisiennes. Alors et là encore, un nouveau dispositif que je ne connaissais pas il y a quelque temps, qui fait référence, dont est l'objet cette délibération, c'est-à-dire l'objet des baux réels solidaires. Je ne vais pas entrer dans le détail technique parce que Monsieur Mario va certainement le faire, Monsieur Gonzalez le fera moi-même. Mais moi, je tiens à saluer, en tant qu'à la fois référent du Conseil du quartier de la Goutte d'Or, cette initiative de la foncière de la ville de Paris, en tant qu'habitant et en tant que, fonctionnaire on a envie aussi de pouvoir rester à Paris et ne pas s'exiler, parce que c'est vrai que la Goutte d'Or, j'ai ici des gens avec qui on a grandi ensemble ou vieilli ensemble, et c'est vrai que c'est un quartier qui est attachant et que aujourd'hui, tout le monde a le droit de vivre. Et je reviens à mon point de départ. C'est vrai que ce débat que nous avons eu, et je remercie aussi les membres de l'opposition, quand on a une critique constructive, ça ne peut que faire avancer le débat. Et je pense que si nous sommes sur ces bases-là, et je remercie Monsieur Heller qui, même s'il est critique, il est toujours constructif, même si ses positions pas forcément celles que nous défendons. Nous défendons un logement social, mais là vous voyez que sur cette délibération, nous défendons aussi l'accession à la propriété pour des classes moyennes. Nous demandons aussi pour les personnes âgées, pour les crèches et tout cela. C'est ça le 18e, c'est un melting pot. À nous, élus de différentes tendances, à faire en sorte que ce 18e soit un endroit où il fait bon vivre. Merci. Rudolf Granier, Yann Brossa, puis Mario Gonzalez. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Lelouch, chers collègues, pour vos propos, mais preuve que la démonstration vient d'être faite, que votre politique ne permet pas de contenir le prix des loyers. Vous avez fait l'historique sur les 30 dernières années de la Goutte d'Or avec des tarifications qui étaient tout à fait parlantes, et je vous en remercie. Vous pouvez venir nous rejoindre sur nos bancs, nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir. La délibération qui nous occupe tout d'abord sur la forme illustre la politique de gribouille qui est menée par la mairie de Paris sur la préemption notamment, puisque le 10 août, cette décision a été prise et que parallèlement, le 24 juin, c'est-à-dire 2 mois avant, un permis de construire avait été délibéré. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'un acquéreur qui est évincé, qui a jusqu'au 13 novembre pour faire appel de votre décision autoritaire qui ne permettra pas d'aménager le quartier de la Goutte d'Or, mais qui va seulement permettre de le surdensifier, comme c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Alors, la rapidité avec laquelle cette délibération nous est présentée, encore une fois, sur la forme, appelle notre vigilance, puisque, je vous le répète, l'acquéreur évincé a jusqu'au 13 novembre pour faire appel et faire annuler la préemption qu'il est en train de subir. Sur le fond, maintenant, le problème de la surdensification de la Goutte d'Or en général et de cet îlot en particulier est résolument posé. Ajouté en étage, ajouté en mètres carrés, créé, ajouté en volume, ajouté en surface. Aujourd'hui, le projet de la foncière de la ville de Paris ne pourra être que rejeté au nom, ne serait-ce que de la santé publique, et en raison de la surdensification qu'il augmentera encore, c'est ce que je viens d'évoquer. Et l'objectif, je note également que la foncière de la ville de Paris, nous nous sommes opposés à cette délibération par l'intermédiaire de mes collègues qui y siègent, semble particulièrement peu attentive à cette question en annonçant, et vous connaissez le quartier comme moi, une servitude de cour commune avec l'immeuble de Paris Habitat qui est contigu, qui permet d'optimiser les possibilités constructives. Donc quand on cherche à optimiser les possibilités constructives, on fait peu de cas et on fait totalement fi de la densification d'un quartier. Cet objectif d'optimiser les possibilités constructives paraît devoir, et à mon sens doit être contesté, à notre sens, à l'aune des préoccupations actuelles en matière de réchauffement climatique, traduites dans les travaux préparatoires du nouveau règlement du PLU de Paris. En somme, chers collègues, aujourd'hui, vous autorisez ce que demain, vous souhaiterez interdire. Cette notion de précipitation à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui traduit
finalement un peu les propos contradictoires de M. Gonzalez, qui, à l'espace de 5 interventions, a dit l'inverse, l'opposé, le contraire d'absolument tout. Je souhaiterais aussi, je sais que vous y êtes très attentif, attirer votre attention sur les contributions qui ont été posées sur l'une des plateformes participatives, je ne sais plus laquelle, on ne les compte plus, du site de la mairie de Paris, consacrée à la révision du PLU, qui évoque qu'il faut sauvegarder le dégagement, que la lumière et la respiration urbaine dans l'îlot très dense constitué par les rues Mira, Africavé, Léon, dans le quartier, ne peuvent pas continuer en cette direction, qu'il ne faut pas ajouter à la densité d'un des îlots les plus résidentiels de la Goutte d'Or, où les appartements et les balcons Sucourt sont très proches les uns des autres. En conséquence, il faut empêcher toute nouvelle construction, maintenir à leur hauteur d'origine les petits immeubles de la rue Cavé, comme ça aurait dû être le cas et comme ce sera peut-être encore le cas rue des Trois Frères, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Gonzalez, et arrêter de parler de dents creuses, puisque ce ne sont pas des dents creuses, il y a déjà un étage qui existe, deux précisément, donc on ne peut pas parler de dents creuses, mais par contre que l'autorisation de la circulation de l'air, des puits de lumière sont à préserver selon nous. Je note également que la foncière de la ville de Paris prend fait et cause pour nos positions exprimées par mon collègue Éric Ehlers tout à l'heure, puisqu'elle prend soin de rappeler que ce quartier n'est absolument pas déficitaire en logements sociaux. Pour toutes ces raisons, et après l'avis des riverains, Monsieur Lelouch, chers collègues, que je vous inviterai à consulter un petit peu plus, que apparemment vous ne le faites, et nous pourrons aller à leur rencontre, j'en serai très heureux. Nous voterons contre cette délibération. Merci. Je crois que vous venez de faire la démonstration qu'une succession de slogans ne fait pas une intervention. Yann Brossard. Quelques remarques sur cette belle délibération. D'abord, Monsieur Granier disait cette délibération sera rejetée. Non, cette délibération sera adoptée pour la simple et bonne raison que nous sommes majoritaires dans cette Assemblée, conformément à ce qu'ont souhaité les électeurs, notamment ceux de la Goutte d'Or, particulièrement ceux de la Goutte d'Or. Deuxièmement, il n'y a pas de sujet de densification pour la simple et bonne raison que cette parcelle était déjà construite. Et deuxièmement, qu'un promoteur prévoyait d'y construire des logements à prix de marché. Donc le seul choix que nous avons, c'est soit du logement à 10 000 € du mètre carré, soit du logement à 5 000 € du mètre carré. Et effectivement, le choix que nous faisons, et nous l'assumons parfaitement, c'est plutôt de faire du logement à 5 000 € du mètre carré. Puisque, comme l'a dit très justement Ariel tout à l'heure, ce projet nous permet, grâce à un système qui s'appelle la dissociation du foncier et du bâti, de faire du logement 2 fois moins cher que le prix de marché. Nous l'avons déjà d'ailleurs lancé à Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement, avec un grand succès, et nous avons considéré que nous avions là l'opportunité d'en faire aussi dans le 18e, pour permettre à des classes moyennes d'accéder à la propriété. Ça n'est donc pas du logement social à proprement parler, comme vous l'avez dit, Monsieur Granier, c'est de l'accession à la propriété 2 fois moins cher que le prix de marché, et je crois que c'est une vraie demande à la Goutte d'Or, et plus globalement dans le 18e. On aura d'ailleurs d'autres projets dans le 18e, notamment sur les terrains SNCF. Mario Gonzalez pour conclure. Merci, Monsieur le maire. Je vous avoue que j'aimais préféré les interventions de Monsieur Ehlers, mais je ne m'arrêterai là. J'espère avoir été cohérent à ce niveau-là. Mais bon, peu importe. Vous parliez de surdensification du quartier de la Goutte d'Or. Je pense que vous devriez revoir la politique qui a été menée contre l'insalubrité à la Goutte d'Or de ces 20 dernières années, Monsieur Garnier, parce que je pense que vous avez omis certaines choses, ou peut-être devriez-vous vous balader un petit peu plus rue Mira, puisque vous verrez que la caractéristique de la réhabilitation de ce quartier, ça a été justement, et ça a fait l'objet de nombreuses littératures, ça a été de préserver le caractère faubourien du quartier de la Goutte d'Or, et notamment de faire des réhabilitations en respectant le parcellaire, ce qui était à l'époque assez novateur, et ce qui d'ailleurs à l'époque coûtait un peu cher quand même, parce qu'il était beaucoup plus simple de démolir, de faire des immeubles hideux comme celui de la rue de la Goutte d'Or qui avait été fait soit par le préfet de Paris, soit par Jacques Chirac, je m'en fiche, tout ce que j'en sais, c'est qu'il est immonde, et de faire des immeubles réhabilités qui respectent le parcellaire et qui respectent l'esprit de la Goutte d'Or. Et aujourd'hui, baladez-vous rue Mira, je peux vous assurer que le spectacle est bien différent de celui d'il y a 25 ans. Donc, en ce qui concerne la surdensification, je pense que vous vous trompez. Ensuite, vous parlez d'un propriétaire évincé. Vous en venez presque à victimiser ce propriétaire. Je vous rappelle qu'en matière de préemption, le propriétaire a toujours la faculté de retirer sa vente. Il ne l'a pas fait.
Voilà, donc cessez de voir dans ce propriétaire dont j'ignore l'identité une victime. Il a eu un droit, il ne l'a pas exercé. Aujourd'hui, la ville est propriétaire. Et en ce qui concerne le BRS, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit très justement mon collègue Ariel Lelouch, ce qui a été complété par Yann Brossa. Il s'agit aujourd'hui d'une nouvelle méthode et qui permet une accession solidaire à la propriété. Je rajouterai simplement que nous allons poursuivre dans le 18e avec ces BRS, puisque notamment dans les futurs projets d'aménagement, et notamment Chapelle-Charbon, il est prévu d'affecter certains immeubles au BRS, puisque leur succès n'est plus à démontrer. Au fond, la question c'est, est-ce que la puissance publique intervient ? C'est notre choix. Ou est-ce qu'on laisse faire le marché ? On l'a vécu à Paris, le fait de laisser faire le marché. Et aller regarder dans le Marais combien il reste de familles des catégories sociales populaires ou de la classe moyenne. C'est aussi simple que ça. Nous voulons que dans le 18e et à la Goutte d'Or, des familles des catégories populaires et moyennes puissent continuer à habiter. Et donc, nous avons fait l'éradication de la salubrité avec des fonds publics, ce qui a permis à des familles qui étaient logées à la Goutte d'Or depuis longtemps d'y rester. Si nous avions laissé faire le marché, vous auriez aujourd'hui à la Goutte d'Or exactement ce que vous avez dans le Marais, c'est-à-dire un quartier avec beaucoup de qualité, qui c'est très agréable à habiter, mais qui n'a rien à voir avec la réalité de ce quartier. Premier élément. Deuxième élément, encore une fois, je le disais, une succession de slogans ne fait pas une intervention. La densité, c'est des mathématiques, c'est le nombre d'habitants au mètre carré. L'éradication de l'habitat insalubre réduit la densité de population dans les quartiers. Pour une raison très simple, c'est que l'habitat insalubre est quasiment systématiquement suroccupé. Et donc, ce que nous avons fait, en réalité, c'est de réduire la densité, qui est toujours très importante, la Goutte d'Or est un des quartiers les plus denses de Paris, mais c'est plutôt de réduire le nombre d'habitants au mètre carré construit à la Goutte d'Or, ce que nous allons continuer de faire, en essayant de ne pas exclure ceux qui y habitent. Et je pense que le résultat est là. On peut regretter, comme vous avez semblé le faire, mais en même temps, en nous invitant à aller plus loin dans cette dimension, vous pouvez faire semblant de regretter l'augmentation du prix de l'immobilier à la Goutte d'Or, mais enfin, vous pouvez pas en même temps nous dire que vous regrettez l'augmentation du prix de l'immobilier à la Goutte d'Or et nous suggérer de laisser faire des projets qui augmentent le prix de l'immobilier à la Goutte d'Or. Non, mais vous pouvez pas dire une chose pareille, c'est complètement absurde, cher monsieur Granier, et puisque justement, nous savons, parce que nous l'avons vécu à Paris, à combien serait le prix du mètre carré à la Goutte d'Or si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait. Et donc, vous pouvez pas raisonner à l'absurde comme ça. Ou alors vous raisonnez de façon absurde, ce qui n'est pas complètement impossible. En attendant, je vais mettre aux voix la DGU 143, qui est pour, qui est contre le fait qu'on puisse acheter des logements moitié moins chers à Paris, qui s'abstient, elle est adoptée. Excusez-moi, c'est le résultat des votes.